Ça va dans le compost, ça? Non, c'est juste un petit bout d'oignon. Ce petit bout-là dans le compost, monsieur, il fait un méchant bout pour la planète. Si ça se mange. Ça se composte! Exact. Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Vincent Aurélana-Pepin. Bienvenue à votre bulletin de nouvelles TVCL où nous couvrons toute l'actualité du territoire des Laurentides, d'une partie de l'Outaouais ainsi que d'une partie de la Naudière. Nous commençons cette semaine à Mont-Tremblant où des travaux d'aménagement forestier ont lieu au lac Bessette sur le chemin Killarney. Ces travaux visent à améliorer la santé de la forêt en procédant à la récolte d'environ 30 % des arbres sur une superficie de 40 acres. Les opérations consisteront principalement à retirer des arbres dépérissants, notamment des hêtres atteints de la maladie corticale du hêtre, une maladie qui affecte la santé de ces arbres. Les camions forestiers effectueront environ 20 voyages pour transporter le bois récolté. Ces camions circuleront principalement par les chemins Killarney, des Franciscains et du lac Mercier. Les travaux se dérouleront jusqu'à la fin mars selon les conditions météorologiques. La Ville de Mont-Tremblant vous demande de respecter les indications de signalisation en place et de rester vigilant lors de vos déplacements dans cette zone. Très attendu par la communauté de plein air, le Conseil municipal de Mont-Tremblant a adopté le 10 février dernier le plan directeur des sentiers qui marque une étape importante pour l'avenir du réseau de sentiers de Mont-Tremblant. Fruit d'une étude menée en 2024 en collaboration avec des spécialistes et un comité conseil formé de citoyens et d'organismes de plein air, ce plan constitue un outil de référence essentiel pour orienter et structurer le développement du réseau de sentiers. Avec un portrait détaillé de la situation actuelle et les enjeux clairement identifiés, la Ville pourra maintenant élaborer un plan d'action adapté en cohérence avec les objectifs du plan stratégique 2024-2028. 6 grandes orientations guident ce plan, soit miser sur une structure de gestion efficace et collaborative permettant le déploiement d'une vision commune ainsi que la mise en valeur du réseau, veiller au développement et au maintien de réseaux de sentiers dans une perspective d'adaptation au changement climatique, viser l'équilibre entre la capacité de support du milieu et le développement de l'expérience de la clientèle dans une perspective de développement durable, établir un modèle de développement collectif favorisant la croissance de partenariats stratégiques, contribuer à la création d'un sentiment d'appartenance qui suscite la mobilisation citoyenne, positionner le réseau comme une destination de plein air incontournable au Québec comme à l'international. En tenant compte de ces orientations et des recommandations proposées dans le plan directeur des sentiers, plusieurs actions seront mises en œuvre dès les prochains mois. La priorité sera de définir le modèle de gouvernance pour la gestion de son réseau de sentiers qui permettra de réaliser les objectifs ciblés et garantir une coordination efficace entre les différents partenaires. Un plan d'affaires sera ensuite élaboré afin d'évaluer les différents scénarios financiers proposés en vue d'établir une politique de tarification d'accès aux sentiers. Parmi les autres actions prioritaires, la Ville souhaite développer le site de la montagne Grey Rocks tout en veillant à préserver ses milieux naturels. En complément aux travaux déjà apportés pour la saison hivernale en cours, le projet prévoit l'aménagement d'un pavillon d'accueil, des sentiers multifonctionnels, dont certains seraient accessibles aux chiens en laisse, ainsi qu'un belvédère. La valorisation de la rivière du Diable est aussi au cœur des priorités qui se reflétera par l'amélioration des accès de pêche et la bonification des infrastructures pour optimiser l'expérience de la clientèle. Les orientations du plan directeur des sentiers seront présentées publiquement lors de la soirée d'information semi-annuelle destinée à la clientèle des sentiers. Cette rencontre permettra également de faire le bilan des actions hivernales et de dévoiler celles prévues pour l'été. La date de l'événement, qui se tiendra au printemps, sera annoncée prochainement sur les plateformes numériques de la Ville. Le plan directeur des sentiers de Mont-Tremblant est disponible pour consultation en ligne à villedemonttremblant.qc.ca/plan directeur, sentier au pluriel. Soucieuse de son empreinte environnementale ainsi que de la qualité de vie de sa population, la Ville de Mont-Tremblant se montre proactive avec l'adoption de 2 plans ambitieux. Le plan d'action en foresterie urbaine
et le plan directeur de conservation et gestion des milieux naturels. Ces initiatives s'inscrivent dans une série d'actions visant à répondre aux défis environnementaux actuels et à atteindre les objectifs fixés pour les années à venir dans le cadre du plan stratégique 2024-2028. En entreprenant une démarche pour améliorer le verdissement de son territoire, la Ville souhaite protéger ses espaces verts, lutter contre les îlots de chaleur et s'assurer d'offrir un milieu de vie plus résilient au changement climatique. Le plan d'action en foresterie urbaine a permis de dresser un portrait détaillé du couvert forestier dans les 2 pôles urbains des secteurs centre-ville et village, d'identifier les secteurs déficitaires et de fixer des cibles ambitieuses pour améliorer la forêt urbaine. Un plan d'action a été élaboré pour atteindre ces objectifs et plusieurs actions sont déjà en cours, que ce soit par exemple la prise en considération du couvert forestier dans la refonte du plan d'urbanisme ou le budget adopté pour de nouvelles plantations en 2025. Ce plan répond à une des orientations du plan stratégique 2024-2028 de la Ville, qui est de protéger et améliorer les ressources naturelles, notamment en augmentant l'indice de canopée en milieu urbain grâce à la plantation d'arbres. Le plan d'action en foresterie urbaine fait également partie intégrante du plan climat et du plan d'action en environnement, tous deux adoptés en 2021. L'élaboration du plan directeur de conservation et de gestion des milieux naturels a permis de réaliser un portrait des milieux naturels, de sonder les parties prenantes pour mieux comprendre les priorités de la population et de cibler les milieux naturels prioritaires pour la conservation. Suivant la même orientation stratégique que le plan d'action en foresterie urbaine, le plan de conservation met de l'avant la protection des milieux naturels à haute valeur écologique et propose d'augmenter le pourcentage de milieux naturels protégés sur le territoire de Mont-Tremblant afin de répondre, entre autres, à la problématique de la perte de biodiversité. Cet engagement répond également à l'objectif 30 par 30 du gouvernement provincial, soit de protéger 30 % du territoire du Québec d'ici 2030. Un plan d'action a été mis en place pour garantir l'atteinte des objectifs, notamment celui de protéger 40 % du territoire de la Ville d'ici 2030. Plusieurs actions définies dans ce plan sont déjà en cours. Par exemple, la demande d'ajout d'aires protégées en périphérie du Parc national de Mont-Tremblant, le démarchage auprès de propriétaires de milieux naturels à haute valeur écologique et la sensibilisation auprès de certains intervenants sur les bonnes pratiques arboricoles. Catherine Drouin, mairesse suppléante et membre du comité consultatif en environnement et développement durable de la Ville de Mont-Tremblant, mentionne que ces 2 plans témoignent de la volonté ferme de la Ville de protéger son environnement et de garantir un développement durable à long terme. Elle ajoute que la forêt urbaine et les milieux naturels sont des trésors de biodiversité à préserver, non seulement pour la qualité de vie des citoyens, mais aussi pour les générations futures. Les personnes souhaitant plus d'informations sur ces documents sont invitées à contacter le service de l'environnement et du développement durable en composant le 311 ou encore le 819-425-8614 de l'extérieur de Mont-Tremblant. Ils peuvent aussi écrire à environnement@villedemonttremblant.qc.ca. À Mont-Tremblant, des travaux d'aménagement forestier ont lieu au lac Gélina sur le chemin Bréard. Ces travaux visent à améliorer la santé de la forêt en procédant à la récolte d'environ 25 % des arbres sur une superficie de 40 acres. Les opérations consisteront principalement à retirer des arbres dépérissants afin de favoriser la régénération de la forêt. Les camions forestiers effectueront environ 25 voyages pour transporter le bois récolté. Ces camions circuleront principalement par les chemins Bréard et du lac Gélina. Les travaux se dérouleront jusqu'à la fin mars selon les conditions météorologiques. La Ville de Mont-Tremblant confie la gestion de la plage du lac Tremblant, anciennement le Beach et Tennis, au Centre nautique Pierre Plouffe pour une durée de 3 ans avec possibilité de renouvellement pour 2 périodes consécutives d'1 année chacune. Cette décision s'inscrit dans la volonté de la Ville de préserver ce site emblématique, tout en assurant une continuité des activités nautiques de tennis, de restauration et de baignade pour les citoyens et visiteurs. Le Centre nautique Pierre Plouffe, fort de son expertise et de sa connaissance du site, contribuera activement à la transition vers la vision à long terme qui sera établie pour cet espace exceptionnel. Rappelons que la Ville a acquis la plage du lac Tremblant par voie d'expropriation en 2021 dans le but de garantir son accessibilité et d'assurer le développement d'une offre de services responsable et agile conformément aux objectifs du plan stratégique municipal. En confiant temporairement la gestion de la plage au Centre nautique Pierre Plouffe, la Ville se donne le temps nécessaire pour mener une réflexion sur l'avenir du site. Cette décision vise à assurer la continuité des activités actuelles tout en prenant le recul nécessaire pour établir une table de travail.
Celle-ci se penchera sur les différentes options envisageables afin de définir une vision d'aménagement à long terme. Le maire Luc Brisebois affirme que la plage du lac Tremblant est un site naturel exceptionnel et constitue un des rares accès publics au plus grand lac du territoire. Il ajoute que ce lieu est également un atout important pour le tourisme, mais qui doit demeurer un espace privilégié pour les citoyens. L'ouverture de la plage sera annoncée prochainement. La Ville invite la population à rester informée des prochaines étapes concernant l'aménagement et l'évolution du site. La Ville de Mont-Tremblant lance un appel aux propriétaires d'immeubles résidentiels afin de rejoindre le projet pilote d'installation de compteurs d'eau sur le territoire de la Ville de Mont-Tremblant, et ce, sans aucun frais. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable qui encourage la municipalité du Québec à promouvoir une saine gestion de cette ressource naturelle. Les personnes qui peuvent participer sont les propriétaires de résidences unifamiliales raccordées au réseau d'aqueduc municipal ou à un réseau d'aqueduc privé relié au réseau municipal. Les propriétaires d'immeubles résidentiels multilogements raccordés au réseau d'aqueduc municipal ou à un réseau d'aqueduc privé relié au réseau municipal. Actuellement, tous les bâtiments commerciaux sont équipés de compteurs d'eau. Bien que l'installation ne soit pas obligatoire dans le secteur résidentiel, la participation au projet pilote offre des avantages concrets pour les propriétaires. Avec la mise sur pied de ce projet pilote, la Ville cherche à atteindre ses objectifs d'économie d'eau potable, améliorer la pression de ses bilans de consommation, évaluer les volumes d'eau utilisés et identifier les consommations anormales, outiller les propriétaires d'immeubles pour faciliter la résolution de problèmes liés à la consommation d'eau, orienter ses actions pour favoriser l'économie d'eau dans le secteur résidentiel. Les propriétaires souhaitant participer sont invités à contacter la Ville pour s'inscrire au projet en composant le 311 ou en écrivant à travaux-publics@ville-de-Mont-Tremblant.qc.ca. À Mont-Tremblant, depuis le 1er janvier 2025, un nouveau système simplifié de collecte sélective est en place. Les matières acceptées dans le bac de récupération sont désormais limitées à 3 catégories: les contenants, les emballages et les imprimés. Toutes les matières de ces 3 catégories peuvent être désormais déposées dans votre bac bleu. Donc, fini le tri compliqué. Voici quelques exemples pour les contenants, soit les bouteilles de plastique, les pots de yogourt, les boîtes à conserve, les contenants en verre. Pour les emballages, on parle de films plastiques, de boîtes de carton de lait, de barquettes alimentaires. Et pour les imprimés, nous parlons de journaux, magazines, prospectus, enveloppes, papier d'emballage. Il y a 2 exceptions: les aérosols et les emballages de protection en polystyrène. Ils doivent être apportés à l'éco-centre. L'objectif est de simplifier le processus pour tous et de contribuer à l'économie circulaire en facilitant la récupération et le recyclage des matériaux. Rappelez-vous, le bac bleu remplace progressivement les bacs verts et son utilisation sera uniforme à travers la province. Ce changement rend le tri plus facile et beaucoup plus efficace. La Ville de Mont-Tremblant annonce d'importants travaux de réfection sur le chemin du village entre l'intersection du chemin de la Chapelle et le pont du barrage du lac Tremblant dès ce printemps. Un investissement total d'environ 900 000 $. Ces travaux, qui visent à moderniser et à améliorer la sécurité de cette infrastructure routière locale, incluront la réfection complète du pavage, le remplacement des têtes de regard, puisards et vannes d'aqueduc, la construction d'un trottoir en béton durable dans le temps et facile d'entretien en remplaçant l'existant, ainsi que le remplacement de bordures de béton. Le projet bénéficie d'une contribution financière d'approximativement 687 000 $ accordée par le ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Ce montant représente 70 % des coûts finaux et découle du plan d'intervention en infrastructure locale qui a identifié le chemin du village comme une priorité régionale. La Ville entreprendra en parallèle des travaux de réaménagement du parc de la halte du quai, incluant du mobilier urbain pour un montant d'environ 35 000 $. Les travaux de pavage sur le chemin du village se dérouleront de la mi-mai à la mi-juin. Ce calendrier a été conçu pour éviter autant que possible de perturber la haute saison touristique. Pendant cette période, des perturbations de la circulation automobile et active sont à prévoir dans ce secteur durant les travaux. De la signalisation et des communications seront déployées pour informer adéquatement la population et les usagers et usagères de la route des travaux en cours. Billy-Jeanne Gratton, conseillère du district numéro 2, mentionne que grâce aux travaux sur le chemin du village, la Ville améliorera non seulement la sécurité et la durabilité de son réseau routier, mais renforcera également l'attractivité et la qualité de vie de ce secteur de Mont-Tremblant. La Ville de Mont-Tremblant annonce le retour de sa programmation d'activités jeunesse pour la relâche scolaire.
Au total, 7 activités originales seront offertes du 1er au 7 mars sur inscription seulement. Ces activités divertissantes et créatives s'ajoutent à la multitude d'activités libres déjà offertes sur le territoire. Dans la programmation spéciale sur inscription, nous retrouvons le 1er mars de 13h à 14h le Cumulus Machinus, un atelier pour les 6 à 10 ans offert à la bibliothèque Samuel Ouimet. Le 2 mars de 9h à 10h, Lego Minecraft. Il s'agit d'un atelier pour les 5 ans et plus au complexe aquatique. Le 2 mars de 10h à 15h, le 2 mars de 10h15 à 11h15, Lego City and Friends, un atelier pour les 5 ans et plus au complexe aquatique. Le 5 mars de 13h à 15h, animation de jeux de société. Il s'agit d'une activité pour les 8 à 12 ans offerte à la bibliothèque Samuel Ouimet. Le 6 mars de 11h à midi, l'atelier scientifique confection d'une luciole. C'est un atelier un atelier pour les 6 à 12 ans au complexe aquatique. Le 7 mars de 11h à midi, atelier culinaire familial, un atelier pour les 3 ans et plus au complexe aquatique. Il s'agit d'une activité payante. Le 7 mars de 13h30 à 14h30, il y aura l'atelier initiation à l'art de la magie avec Méphisto. Il s'agit d'un atelier pour les 6 à 13 ans au complexe aquatique. Ces activités requièrent une inscription via la plateforme Support Plus. Mont-Tremblant est aussi le lieu parfait pour bouger, se divertir, jouer dehors ou tout simplement pour découvrir sa ville pendant la semaine de relâche. Voici quelques idées à ajouter à sa liste d'activités pour tous les goûts et tous les âges. Des activités aquatiques. Le complexe aquatique de Mont-Tremblant offre des bains libres et de la natation en couloir. L'horaire est disponible sur Sport Plus. Des activités libres en gymnase, basketball, volleyball, badminton, tennis léger et soccer sont offerts au centre sportif ainsi qu'au gymnase de l'école secondaire Curie-Mercure. Les plages horaires et les réservations sont en ligne sur Sport Plus. Des glissades de glace, patinage et hockey libre disponibles à l'aréna Gilles Cadieux ou au patinoire extérieur. Une glissade sur glace est aussi disponible à proximité du lac Mercier. Les détails des emplacements et conditions des glaces sont sur le site web de la Ville. La marche hivernale, raquettes, ski de fond et vélo sur neige, le réseau sentier de Mont-Tremblant regroupe le réseau municipal, le domaine Saint-Bernard et le Petit Train du Nord dans le secteur Mont-Tremblant. Il a de quoi combler les adeptes de plein air de tous les niveaux. Avant de vous déplacer, il est recommandé de consulter les cartes et conditions de sentier. En tout temps, une programmation d'activités jeunesse et d'activités pour adultes est offerte à la bibliothèque Samuel Ouimet, ainsi que des jeux de société, des ordinateurs en libre service et une station de coloriage. L'exposition architecturale organique de la nature, le tout petit moment de l'indécision présenté à la salle Alphonse Desjardins jusqu'au 30 mars. L'exposition de Lynn Pinard explore la place de l'humain au sein de la nature. Il s'agit d'une exposition ouverte à tous et toutes. Pour plus de détails sur toutes ces activités, communiquez avec le service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à culture et loisirs à commercial ville-de-Mont-Tremblant.qc.ca ou en composant le 311. Revenez-nous après la pause. Encore une fois, cette année, une entente a été signée entre la Ville de Mont-Tremblant et le Centre d'action bénévole Laurentide pour soutenir son service de transport dédié aux aînés de Mont-Tremblant. Le Centre d'action bénévole Laurentide offre un service d'accompagnement transport bénévole pour les citoyens âgés de 65 ans et plus qui doivent se déplacer à leurs rendez-vous médicaux dans la région ou hors région. Ce service facilite la mobilité des personnes âgées ayant des limitations ou qui éprouvent des difficultés financières. L'entente, en vigueur depuis le 1er janvier 2025, prévoit le remboursement par la Ville de 50 des frais de kilométrage associés aux demandes de transport des citoyens de 65 ans et plus pour leurs rendez-vous médicaux jusqu'à concurrence de 30 000 $. Le maire, Luc Brisebois, mentionne que Mont-Tremblant est fier de renouveler cette entente essentielle avec le Centre d'action bénévole Laurentide qui contribue directement à améliorer la qualité de vie des aînés. Il mentionne également qu'en raison de la hausse marquée des coûts, notamment ceux liés au prix de l'essence, la Ville a ajusté sa contribution financière pour répondre aux besoins croissants de ce service indispensable et que ce soutien reflète son engagement envers l'accessibilité des soins et le bien-être des citoyens. Pour connaître les modalités et autres détails sur le service d'accompagnement et de transport, veuillez contacter le Centre d'action bénévole Laurentide au 819-425-8433. À Saint-Hippolyte, la municipalité a fait l'acquisition de modules de jeux pour enfants au parc Conley. Un contrat pour les modules de jeux pour enfants a été donné à Esquerre au montant de près de 120 000 $ plus les taxes applicables. Le conseil municipal a aussi accordé un contrat pour l'achat d'un module de parc de planche à roulettes au parc Conley.
Le contrat a été accordé à RD Skatepark au montant de 113 000 $ plus les taxes applicables. Également, le Conseil a accordé un contrat pour l'acquisition et l'installation d'une structure préfabriquée pour une patinoire extérieure au parc Conley. Le contrat a été accordé à Sim Bâtiments d'Acier Incorporé au montant de 920 000 $ plus les taxes applicables. De plus, un contrat a été accordé pour la réfection des terrains de tennis du parc Conley à PC Court, au montant de 46 900 $ plus les taxes applicables. Toujours à Saint-Hippolyte, le règlement numéro 1268-24 concernant la tarification relative au projet de lutte contre le myriophile à épi au lac Écho a été adopté afin d'établir la tarification pour la réalisation du projet dont les coûts seront répartis aux propriétaires du secteur visé. Finalement, le Conseil municipal de Saint-Hippolyte a autorisé le versement d'une aide financière aux organismes suivants: Plein Air Bruchésie, au montant de 35 $ par semaine par enfant inscrit au camp de jour et résident à Saint-Hippolyte, jusqu'à un maximum de 35 000 $ pour l'été 2025. À l'Association Protection Environnement du Lac Bleu, au montant de 1 675 $, lequel sera réparti en 2 versements, soit 50 % à l'acceptation des projets par le conseil municipal et 50 % à l'approbation du rapport financier. À Groupe Social Amicaux, au montant de 600 $, lequel sera réparti en 2 versements, soit 50 % à l'acceptation du projet par le conseil municipal et 50 % à l'approbation du rapport financier de l'événement. Dans le cadre de sa campagne Biodiversité en tête, la Ville de Saint-Sauveur invite ses citoyens à se prononcer sur les pratiques horticoles que la Ville devrait privilégier, ainsi que sur leur tolérance face à certaines pratiques favorisant la biodiversité, telles que l'introduction de plantes vivaces et indigènes et la diminution de la fréquence de tonte des pelouses. La population est invitée à répondre au sondage au citoyen.vss.ca. 3 cartes cadeaux d'une valeur de 50 $ de la jardinerie au coin du jardin seront tirées parmi les citoyens qui répondront au sondage. La date limite pour répondre au sondage est le 28 février 2025. Le maire Jacques Gariepi mentionne que la planète fait face à une crise de la biodiversité sans précédent. Il ajoute que, heureusement, plusieurs solutions existent et en tant qu'agent de changement, la Ville de Saint-Sauveur souhaite mettre en place des initiatives pour bonifier les pratiques horticoles et ainsi préserver la biodiversité sur son territoire. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez rejoindre la Ville par courriel au communication@vss.ca ou par téléphone au 450-227-0000 au poste 2700. Suite à l'adoption de sa politique d'exposition temporaire d'œuvres d'art, la Ville de Saint-Sauveur lance son premier appel à projet auprès des artistes en art visuel pour exposer leurs œuvres dans les espaces municipaux. Cet appel à projet cible les artistes professionnels, semi-professionnels et non professionnels domiciliés sur le territoire de la MRC des Pays d'en haut et exerçant leur art sur ce même territoire. Les expositions, prévues de septembre à décembre 2025 et de janvier à avril 2026, dans le hall de l'Hôtel de Ville, le chalet Pauline Vanier et la bibliothèque visent à offrir aux artistes locaux une plateforme et à développer une programmation annuelle dédiée à la diffusion des arts visuels. Les projets soumis peuvent appartenir aux disciplines des arts visuels et des arts médiatiques, tels que la peinture, la photographie, les techniques mixtes, la sculpture, la gravure, les arts graphiques et les nouveaux médias. Les œuvres 2D et 3D et les installations sont acceptées sous réserve de l'espace disponible et avec un nombre maximum de pièces. Les artistes souhaitant proposer un projet doivent remplir le formulaire de candidature accompagné des documents suivants: la démarche artistique, le curriculum vitae de l'artiste ou de chaque artiste du collectif, un document comprenant un maximum de 10 images numériques des œuvres proposées représentatives du projet soumis, avec une courte description pour chaque œuvre comprenant le titre, le médium et le format. Seules les candidatures complètes seront analysées. La date limite pour proposer un projet est le 30 mars. Pour plus d'informations sur les modalités d'exposition et le processus de dépôt de ce projet, consultez la politique d'exposition temporaire d'œuvres d'art. Pour plus d'informations sur cet appel à projet, appelez au 450-227-0000 au poste 2700 ou écrivez à communication@vss.ca. Suite à l'adoption du règlement 601-2025 décrétant les règles sur la régie interne des séances du conseil municipal, les citoyens de Saint-Sauveur qui ne peuvent assister à la séance de l'Hôtel de Ville peuvent maintenant poser leurs questions en amont de la séance via un formulaire. Dans la foulée de la diffusion en direct sur Facebook des séances du conseil municipal, les citoyens peuvent maintenant poser leurs questions avant la séance via le formulaire. Poser une question sur le site web de la Ville de Saint-Sauveur. Ils peuvent également poser une question sur le site web de la Ville de Saint-Sauveur.
Les personnes souhaitant poser une question par écrit pour la séance ont jusqu'à midi le vendredi précédent la séance pour transmettre leurs questions. Le président de la séance répondra aux questions reçues au début de la séance lors de la période de questions. La période de questions étant d'une durée maximale de 30 minutes, les questions qui n'auront pas pu être abordées le seront lors de la séance suivante. Les questions posées en direct sur Facebook, quant à elles, seront répondues à même la publication si possible ou abordées lors de la séance suivante. La ville de Saint-Sauveur a annoncé la nomination de Mme Émy Labonté-David au poste de coordonnatrice en environnement. Détentrice d'un baccalauréat et d'une maîtrise en sciences biologiques, Mme Labonté-David a acquis une solide expertise dans la gestion de projets environnementaux et d'urbanisme. Au cours de ses 7 années à la municipalité de Chertsey en tant que chef de division du secteur environnement, elle a su démontrer son engagement et son efficacité dans la mise en œuvre de stratégies environnementales innovantes ainsi que ses compétences en gestion d'équipe. Grâce à sa grande connaissance des enjeux environnementaux propres au milieu municipal, Mme Labonté-David a dirigé divers projets spéciaux de caractérisation de milieux naturels, de lutte contre les espèces envahissantes, de gestion des matières résiduelles et de création d'outils de sensibilisation en environnement. Transport adapté et collectif en partenariat avec la MRC des Pays d'en Haut et la MRC des Laurentides vous invite à contribuer à son prochain plan stratégique de développement en répondant à un sondage. Ce court questionnaire vous permettra de partager vos habitudes et besoins de déplacement, ainsi que votre intérêt et vos idées pour la mobilité sur le territoire, ce qui permettra à Transport adapté et collectif Laurentides d'adopter des orientations en adéquation avec les préoccupations citoyennes dans son plan stratégique de développement. Notez que les données fournies seront traitées de manière à préserver l'anonymat des répondants. En répondant au questionnaire, vous courez la chance de gagner 5 carnets de 10 passages pour les services de transport collectif et adapté, ou 2 billets pour un spectacle de théâtre au Théâtre Le Patriote en avril 2025. C'est à la municipalité de Piémont que le premier conseil de la MRC des Pays d'en Haut de l'année s'est tenu le 11 février. Au chapitre des faits saillants, la MRC réaffirme son soutien à la prévoyance scolaire et à l'achat local et s'engage dans des ententes sectorielles pour le développement régional. Face aux menaces tarifaires américaines, la MRC des Pays d'en Haut, en collaboration avec les organismes de développement, mise sur des actions concrètes pour soutenir son économie, soit encourager l'achat local, promouvoir le tourisme pour stimuler la consommation régionale et faciliter l'accès aux fonds aidant les entreprises à adopter le numérique. Ces mesures visent à renforcer la résilience économique et réduire la dépendance au marché extérieur. Le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides et le gouvernement du Québec concluent 3 ententes sectorielles pour répondre à des enjeux régionaux prioritaires. Une première vise à promouvoir l'égalité femmes-hommes grâce à un soutien de 630 000 $. La seconde, dotée de 475 000 $, s'attaque à la crise du logement en favorisant le développement de logements abordables. Et enfin, une entente culturelle prévoit 320 000 $ pour renforcer le réseau des diffuseurs culturels et maximiser l'impact des initiatives locales. Pour chaque entente, un comité directeur assurera le suivi des actions menées par le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides. Selon le décret de la population, en 2025, la MRC des Pays d'en Haut comptait au 1er juillet 2024 49 751 résidents permanents, soit 900 de plus qu'en 2023. Sainte-Adèle conserve sa première place de ville la plus populeuse avec 15 027 habitants, suivie par Saint-Sauveur avec 12 130 habitants. Ces 2 villes représentent à elles seules plus de la moitié de la population totale de la MRC. Dans le cadre de la modernisation de la collecte sélective, la MRC des Pays d'en Haut emboîte le pas au reste du Québec et les bacs de récupération passent du vert au bleu. La transition se fera graduellement alors que les bacs verts seront remplacés par des bleus lors de nouvelles constructions ou de bris majeurs. D'ici à ce que la transition soit complétée, la MRC continuera de collecter les bacs verts. Également, depuis le 1er janvier 2025, le plastique numéro 6, dont le polystyrène alimentaire ou styromousse, sont acceptés dans le bac de récupération. Il n'est donc plus nécessaire d'aller les apporter à l'éco-centre. Le polystyrène de protection, en revanche, n'est toujours pas accepté dans le bac de récupération et doit être apporté à l'éco-centre. Pour plus d'informations sur les collectes de matières résiduelles, veuillez contacter la MRC des Pays d'en Haut au 450-229-8052 ou à infocollect@mrcpdh.org. La MRC des Pays d'en Haut est fière d'annoncer que son préfet André Genet a reçu la médaille du couronnement du roi Charles III lors d'une cérémonie tenue au campus de Saint-Jérôme de l'Université du Québec en Outaouais.
Cette distinction, remise par la lieutenante gouverneure du Québec et représentée pour l'occasion par Muriel Laberge, rectrice de l'Université du Québec en Outaouais, souligne l'engagement exceptionnel de M. Genet envers sa communauté et son rôle déterminant dans le développement des pays d'en haut et de la région des Laurentides. Élu en 1990 comme conseiller municipal de Wentworth-Nord, puis maire pendant 6 mandats, André Genet est préfet de la MRC depuis 2017. Son leadership rassembleur a été salué lors de la cérémonie par Jacques Duchesneau, conseiller spécial de la lieutenant-gouverneure. M. Genet a aussi joué un rôle clé dans plusieurs organisations, dont la SOPER, la Coopération du Parc linéaire Le Petit Train du Nord et la Fédération québécoise des municipalités. Touché par cette reconnaissance, il raconte avec humour avoir d'abord cru à un canular afin d'apprendre que c'était Gilles Aubin, ex-DG de Piémont, qui avait soumis sa candidature. Lors de cette cérémonie, 43 citoyens des Laurentides faisaient partie des 1309 Québécois honorés. La médaille sera remise à 30 000 personnes à travers le Canada en reconnaissance de leurs engagements communautaires. À Prévost, aux 3 ans, un nouveau rôle foncier est établi par le service d'évaluation de la MRC de la Rivière-du-Nord et déterminé de façon totalement indépendante par des évaluateurs agréés professionnels. Il s'agit d'un exercice obligatoire en vertu de la loi sur la fiscalité municipale. L'année 2025 correspond à la première année du nouveau rôle d'évaluation. Votre rôle 2025-2027 peut être consulté sur le site Internet de la Ville au ville.prévost.qc.ca/taxation-évaluation via votre compte de taxe ou encore à la suite d'une demande au service de taxation. N'oubliez pas que les demandes de révision de valeur doivent être déposées auprès de la MRC de la Rivière-du-Nord avant le 1er mai 2025. Des frais seront toutefois exigibles. En février, vous recevrez par la poste votre nouveau compte de taxe. Il peut également être consulté en ligne. Aucun avis de rappel ne sera envoyé par la Ville en cours d'année, d'où l'importance de bien consulter votre compte afin de respecter les délais de paiement prescrits. Les taxes foncières peuvent être payées en un versement unique ou en 4 versements égaux si le montant est de 300 $ et plus. Les dates des versements en 2025 sont le 17 mars, le 20 mai, le 21 juillet et le 22 septembre. La députée de la Belle, Mme Chantal Janotte, est fière d'annoncer au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbeault, des investissements de près de 17 millions de dollars dans le comté de la Belle. Ce montant vise à assister 11 municipalités dans leur processus d'amélioration ou de maintien des infrastructures du réseau routier local et municipal. Ces sommes proviennent du programme d'aide à la voirie locale. Voici les 11 projets soutenus. Amherst pour le chemin Rockaway Valley, un peu plus de 560 000 $. Ferme-Neuve pour le premier rang de Wirtel, un peu plus de 3 417 000 $. Huberdeau pour le chemin de la Rivière-Rouge, 445 000 $. La Macasa pour le chemin du Pont-Couvert, 1 156 000 $. Labelle pour le chemin du lac Labelle, un peu plus de 3 millions de dollars. Lac Saguet pour le chemin du lac Allard, un peu plus d'1 million de dollars. Lac Saint-Paul pour le chemin Poisson, un peu plus de 259 000 dollars. Mont-Laurier pour la rue de la Madone, le chemin du Tour des Îles et la montée Lantier, un peu plus de 2 56 000 dollars. Mont-Saint-Michel pour le remplacement d'un ponceau sur la montée du lac Gervais, un peu plus de 112 000 dollars. Et Mont-Tremblant pour le chemin du village, un peu plus de 686 000 dollars. Également, Rivière-Rouge pour le chemin de la Liberté et de la Rivière-Nord, 4 millions de dollars. Soucieux de bien répondre aux besoins des usagers de la route, le gouvernement contribue financièrement à la réalisation de plusieurs travaux de réfection et d'entretien des infrastructures routières locales. Pour l'année financière 25-26, plus de 384 millions de dollars seront en effet investis dans le cadre d'une version bonifiée du programme d'aide à la voirie locale, de manière à préserver l'efficacité et la sécurité des transports au Québec. L'autre Laurentide, en collaboration avec l'entreprise Malade de Pêche, est fière de lancer officiellement l'ouverture de la précommande des leurres exclusifs représentant les valeurs de persévérance et de résilience au cœur du territoire et de ses habitants. Fabriqués avec soin par l'entreprise, ces leurres incarnent bien plus qu'un simple accessoire de pêche. Ils sont le reflet de l'esprit déterminé des gens de la région, un engagement envers la relève et la transition des savoirs. L'initiative prend racine dans une collaboration étroite avec l'École de la carrière, dont les élèves participent activement à l'organisation et à la promotion de l'annuel de pêche de l'autre Laurentide. Grâce à cette prévente, la MRC donne à ces jeunes l'opportunité de concrétiser leurs ambitions et de s'investir pleinement dans un projet rassembleur. Tous les profits générés par la vente des sellers sont redistribués aux élèves de la 6e année de l'École de la carrière de Mont-Laurier. Pour plus d'informations, visitez le groupe Facebook Annuel de pêche l'autre Laurentide.
Revenez-nous après la pause. Suivant le conseil de la MRC d'Antoine Labelle du 28 janvier dernier, le service d'aménagement du territoire a déposé le plan régional des milieux humides et hydriques auprès du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs pour son approbation finale. La loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques, adoptée en 2017, délègue au MRC la responsabilité d'élaborer et de mettre en œuvre un plan régional des milieux humides et hydriques à l'échelle de leur territoire. L'objectif de ce plan régional est d'amorcer une réflexion en amont du développement territorial afin d'orienter les décisions en matière de conservation et d'utilisation durable des milieux humides et hydriques. Le plan régional des milieux humides et hydriques comprend principalement quatre grandes sections, soit le portrait et le diagnostic du territoire, les engagements de conservation et la stratégie de mise en œuvre, incluant le plan d'action. On y retrouve également les informations entourant la démarche consultative, dont les préoccupations. À partir des constats tirés du portrait et du diagnostic, des orientations de conservation ont été définies, soit conserver et mettre en valeur les MAH les milieux humides et hydriques de forte valeur écologique, encadrer et concilier les usagers à l'intérieur des milieux visés par l'utilisation durable en minimisant les impacts à la biodiversité, identifier et restaurer les milieux humides et hydriques les plus profitables aux communautés, assurer une gouvernance cohérente de la conservation des milieux humides et hydriques dans l'aménagement du territoire, améliorer la résilience des communautés face au changement climatique. Le plan régional des milieux humides et hydriques représente, notamment pour la MRC d'Antoine Labelle et ses municipalités, l'identification de 37 actions visant la préservation et la mise en valeur des milieux humides, la conservation de près de 8 700 hectares de milieux humides, la conservation de 50 km et la restauration de 25 km de cours d'eau, la préservation des atouts écologiques des lacs du territoire. Alors que le projet de plan régional des milieux humides et hydriques a été déposé une première fois en juin 2022, la MRC a ensuite effectué les modifications requises afin que le conseil de la MRC procède à l'adoption de la version révisée. Une fois que l'approbation finale sera confirmée par le gouvernement du Québec, les prochaines étapes consisteront à diffuser ce nouvel outil de connaissance ainsi qu'à déployer le plan d'action. Le plan est disponible pour consultation au mrcal.ca/nos-services. mrcal.ca/nos-aménagement-du-territoire/PRMAH. Pour toutes les questions ou informations supplémentaires, contactez la chargée de projet en environnement de la MRC par courriel à aménagement@commercial-mrc-antoine-labelle.qc.ca ou par téléphone au 819-623-3485 au poste 215. La MRC d'Antoine Labelle lance son 8e appel de dossier dans le cadre de la politique de soutien aux organismes culturels visant à aider financièrement les organismes culturels pratiquant leurs activités sur son territoire. Les organismes admissibles ont jusqu'au 3 avril 2025 pour déposer un projet. Pour cet appel de dossier, le conseil de la MRC octroie une enveloppe budgétaire de 20 000 dans le but de soutenir les organismes culturels de la région dans leurs activités. Par cet appui, le conseil salue l'initiative de ces organismes et reconnaît l'importance de retomber dans leurs projets sur la vitalité du territoire. Ainsi, les organismes culturels souhaitant déposer un projet avant le 3 avril prochain peuvent consulter les informations concernant l'appel de dossier et la politique disponible sur le site web de la MRC. Le formulaire de présentation d'activité est également disponible sur la même page web. Adopté en 2017 et mis à jour en 2023 afin de répondre aux axes, orientations et objectifs de la nouvelle politique culturelle et patrimoniale de la MRC, la politique de soutien aux organismes culturels a pour mandat de soutenir et de valoriser le milieu culturel local. Elle a également pour but de répondre équitablement aux démarches d'aide financière des organismes culturels. Le fonds dédié à la politique de soutien aux organismes culturels a pour objectif la réalisation d'activités culturelles et la reconnaissance des organismes culturels sur le territoire. La contribution au soutien des activités destinées à la communauté d'Antoine Labelle, le maintien des services culturels de qualité offerts aux citoyens, ainsi que la recherche de sources de financement privées ou publiques supplémentaires en culture. Pour plus d'informations et pour un soutien dans le dépôt de leurs demandes, les organismes culturels sont invités à communiquer avec l'agente de développement culturel du territoire de la MRC d'Antoine Labelle, Dominique Gagné-Sopper, par téléphone au 819-623-3485 au poste 112 ou par courriel à l'adresse culture@mrc-antoine-labelle.qc.ca.
La Ville de Mont-Laurier est très fière d'annoncer aux citoyens et aux commerçants que le projet de la troisième phase de la revitalisation du centre-ville de la rue du Pont est désormais confirmé. Le conseil municipal a adopté en séance une résolution concernant le dépôt de l'avis de motion du règlement d'emprunt lié à ce projet, officialisant ainsi le début du processus pour la réalisation des travaux du centre-ville à l'été 2025. La prochaine étape de ce processus sera le lancement de l'appel d'offres aux entrepreneurs. De plus, une invitation sera lancée au cours des prochains jours aux commerçants touchés par la zone des travaux afin de participer à une rencontre d'information. Lors de cette rencontre, le projet et la nature spécifique des travaux seront présentés. Des incitatifs en collaboration avec la Chambre de commerce de Mont-Laurier seront également discutés afin de sensibiliser les citoyens à l'achat local. Le conseil municipal reconduira également le programme Réno Façade en prévision de la continuité de la revitalisation du centre-ville. Tous les propriétaires d'immeubles et les locataires situés dans la zone des travaux pourront bénéficier d'une aide maximale de 10 000 $ pour la rénovation de la façade de leur immeuble ou d'une aide maximale de 2 000 $ pour la revitalisation de leur enseigne selon les critères d'admissibilité. Rappelons que la réalisation de cet important projet socio-économique est l'une des actions spécifiques du plan stratégique 2019-2025 dans le volet développement du territoire et mode de vie de la Ville de Mont-Laurier. La Ville de Mont-Laurier est fière de poursuivre son engagement envers les artistes en lançant un nouvel appel de dossier pour l'acquisition d'œuvres d'art qui a débuté le 13 février 2025. Cette année, la Ville a le plaisir d'innover en collaborant avec Galéa, une plateforme dédiée à la diffusion et à la vente d'art, tout en maintenant une démarche locale via son site Web pour l'appel de dossier. Cette double approche permettra d'élargir la portée de la démarche et de découvrir plus de talents. Parmi les nouveautés, cette année, les artistes pourront soumettre une œuvre dans le processus pour l'un des 2 emplacements ciblés par la Ville, tout en expliquant en quoi leur œuvre correspond avec celui-ci. La période de dépôt des projets sera jusqu'au 24 mars 2025. La sélection finale sera effectuée par un comité d'acquisition chargé d'évaluer chaque dossier et d'offrir une rétroaction à ceux le désirant. La Ville de Mont-Laurier vous tiendra informé de la décision du comité dans les semaines suivant la fin de l'appel de dossier. Depuis l'approbation de sa politique d'acquisition d'œuvres d'art en 2014, la Ville de Mont-Laurier a enrichi sa collection municipale en mettant en valeur le talent des artistes d'ici. Actuellement, la collection est composée de plus d'une quarantaine d'œuvres de différents styles et disciplines qui sont soigneusement conservées et exposées dans les diverses infrastructures de la ville, offrant ainsi une vitrine permanente à la créativité locale. La Ville de Mont-Laurier est fière de lancer un tout nouveau formulaire de réservation de kiosques en prévision des activités de la programmation estivale 2025. Que vous soyez un organisme qui désire bénéficier de visibilité auprès des citoyens ou que vous soyez un restaurateur ou un commerçant qui œuvre dans la vente d'aliments, soyez partie prenante des festivités en réservant un kiosque dès maintenant. La Ville vous invite à remplir le formulaire disponible en ligne au villemonlaurier.qc.ca dans l'onglet Loisirs et culture, programmation estivale 2025 avant le 28 mars prochain afin de bénéficier d'un espace kiosque gratuit lors de l'un des événements organisés par la Ville. Il sera dorénavant possible de réserver un espace en prévision des concerts du parc, des ciné-pop et plus encore. Lors des événements, la Ville fournira un chapiteau, une table et 2 chaises ainsi que l'électricité et ou l'approvisionnement en eau sur demande. L'organisme ou le commerçant demeure toutefois responsable de l'animation de son kiosque afin d'assurer une présence tout au long de l'événement. Afin d'être admissible, l'organisme ou le commerçant local doit offrir des services à Mont-Laurier. Il est important de souligner que tout contenu à caractéristiques politiques, partisans, militants, idéologiques ou religieux sera exclu de la sélection. Tout contenu à caractère commercial, à titre d'exemple de la vente, de la promotion, des soldes ou de la sollicitation, ne sera pas également retenu lors de l'analyse des dossiers. La diversité de l'offre et la présentation du dossier seront notamment des critères sur lesquels le service des loisirs, de la culture et des parcs s'appuiera afin de sélectionner les organismes admissibles. Rendez-vous dès maintenant au villemonlaurier.qc.ca dans l'onglet Loisirs et culture, programmation estivale 2025 et remplissez le formulaire dédié à la réservation de kiosques. Vous avez jusqu'au 28 mars pour le faire parvenir votre demande. Par la suite, le service des loisirs, de la culture et des parcs vous contactera à compter du 7 avril prochain afin de vous informer de l'analyse de votre dossier. Pour plus d'informations, visitez le site Internet de la Ville de Mont-Laurier ou contactez le service des loisirs, de la culture et des parcs au 819-623-1221 au poste 703. À Sainte-Adèle, le rapport de la consultation publique tenu au printemps-été 2024 dans le cadre du PPU du secteur Chanteclair est maintenant disponible en ligne.
Le rapport rend compte, sous forme de synthèse, des idées développées lors des soirées de consultation qui ont rassemblé au total plus de 340 personnes qui ont pu exprimer leurs besoins, leurs attentes et leurs préoccupations face au développement du secteur Chanticleer. Ce rapport présente également les principes clés d'aménagement ainsi que les enjeux regroupés sous 5 axes. Pour finaliser cet important processus de planification, la Ville s'est adjoint les services d'une firme de consultants afin de l'accompagner dans l'élaboration du PPU et du nouveau cadre réglementaire, un travail qui sera réalisé au cours des prochains mois. Soucieuse d'impliquer la population dans la suite de la démarche, la Ville convie les citoyens à une soirée de consultation publique qui aura lieu en juin 2025. Cette fois encore, la participation citoyenne sera essentielle car elle est au cœur de la planification du territoire. La date de consultation sera annoncée dès qu'elle sera officialisée. Pour en savoir plus sur cette démarche importante, le processus de consultation et les étapes à venir, consultez le site web de la Ville de Sainte-Adèle. Revenez-nous après la pause. La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts et la Chambre de commerce du cœur de Laurentides ont le plaisir d'annoncer le renforcement de leur partenariat visant à soutenir et à dynamiser le développement économique et touristique de la région. Ce partenariat, initialement établi en 2019, se poursuivra jusqu'en 2026. Cette entente renouvelée reflète la volonté commune des deux parties de faire rayonner la région en mettant en place des initiatives concrètes et des événements de qualité. Avec un soutien accru de la Ville, la Chambre de commerce pourra offrir une programmation variée et flexible, adaptée aux besoins grandissants de la communauté d'affaires et des visiteurs. Le maire Frédéric Brouet mentionne que ce partenariat renouvelé marque une étape importante pour la vitalité de la région et qu'en unissant leurs forces, la Ville et la Chambre de commerce favoriseront l'essor économique tout en offrant des événements qui mettent en lumière le dynamisme et l'attrait unique de Sainte-Agathe-des-Monts ainsi que la région. Catherine Lortie, présidente de la Chambre de commerce, a ajouté que ce soutien accru permettra à la Chambre de commerce de continuer à jouer un rôle clé dans la promotion des commerces. Ce partenariat renforcé permet à la Chambre de commerce d'annoncer le retour d'activités appréciées par les citoyens et les citoyennes, c'est-à-dire l'événement vert électrique au printemps, les voitures anciennes à l'été, la fête des récoltes à l'automne et le salon des générations à l'automne. Les entreprises intéressées à prendre part aux activités de la Chambre de commerce sont invitées à contacter la Chambre au 819-326-3731 ou par courriel à info@commercialsaintagathe.org. Les citoyens et les citoyennes sont invités à suivre la programmation des activités par les médias locaux ainsi que sur les médias sociaux de la Chambre de commerce et ceux de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts. La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts et la Ville de Lagny-sur-Marne, en France, jumelées depuis plusieurs années, renforcent leur coopération par la signature officielle d'une charte de l'arbre. Cet engagement commun marque une étape significative dans la protection et la mise en valeur du patrimoine arboricole des deux municipalités. Cette initiative s'inscrit dans une volonté partagée de reconnaître l'importance des arbres et de préserver la biodiversité, de sensibiliser les citoyens à l'importance des arbres en milieu urbain et d'encourager les bonnes pratiques en matière de planification, de plantation et d'entretien des arbres. La Charte de l'arbre formalise ainsi des principes clés tels que la protection des arbres remarquables, la plantation d'espèces adaptées aux conditions climatiques locales et la promotion d'actions pédagogiques. La signature de cette charte s'est déroulée à distance le 11 février lors de la séance du Conseil de Lagny-sur-Marne dans laquelle les maires des deux villes, M. Jean-Paul Michel et M. Frédéric Brouet, accompagnés d'élus municipaux, ont signé la charte virtuellement. Cet événement symbolique témoigne de la volonté des deux municipalités d'unir leurs efforts pour protéger leur patrimoine naturel tout en renforçant celui-ci. Dans le cadre d'une vaste démarche visant à suivre l'évolution du phénomène de l'itinérance au Québec, le Centre intégré de santé et des services sociaux de Laurentides invite les citoyens et les citoyennes à s'inscrire comme bénévoles pour le dénombrement qui aura lieu au printemps. Ce dénombrement permettra d'estimer le nombre de personnes en situation d'itinérance visibles pendant la nuit du 15 au 16 avril 2025. La participation des bénévoles est essentielle pour la réussite de cette opération. Elle contribuera à améliorer la compréhension de la réalité des personnes en situation d'itinérance. Plusieurs tâches sont disponibles, notamment la distribution des questionnaires dans des lieux extérieurs, la distribution des questionnaires dans des services d'hébergement d'urgence ou d'autres ressources, la gestion d'équipe, le soutien au centre de déploiement. Une formation obligatoire sera offerte avant l'activité pour l'ensemble des bénévoles. Les personnes intéressées à devenir bénévoles dans la région de Laurentides sont invitées à s'inscrire en remplissant le formulaire disponible en ligne dans la section Itinérance du site web du CI3S de Laurentides.
Aucune expérience en intervention auprès des personnes en situation d'itinérance n'est requise. Le dénombrement est la source de données incontournables permettant de rendre compte de la situation à l'échelle de la province. Les données issues du dénombrement contribuent aux efforts de planification des services et de prévention de l'itinérance. Cette démarche permettra de comparer les données recueillies à celles obtenues en 2018, en 2022 et à certaines données obtenues lors de l'exercice d'énumération de 2024. Au total, 16 collectivités au Québec ont été désignées pour ce dénombrement en 2025, dont les Laurentides. Depuis quelques mois, les services offerts au CLSC de Labelle étaient temporairement relocalisés au point de service de Mont-Tremblant. Le Centre intégré de santé et des services sociaux de Laurentides est ravi d'annoncer que les équipes se sont mobilisées pour maintenir des services de proximité. Ainsi, depuis le lundi 17 février prochain, les services de santé seront offerts au 29 rue du Couvent à l'entrée de la chapelle à Labelle. Ce local temporaire, généreusement prêté par la municipalité, permettra de contribuer à offrir des soins et des services aux citoyens. Dans ce nouveau local seront offerts les soins courants tels que les prises de sang, les changements de pansement, les retraits d'agrafes. Toutefois, afin de garantir un service personnalisé et efficace, les plages horaires seront disponibles sur rendez-vous uniquement. Pour ce faire, la population est invitée à prendre rendez-vous sur Clic Santé ou en appelant au 1-866-495-5833. Toute personne qui se voit dans l'incapacité de se déplacer est invitée à téléphoner à la réception du CLSC de Labelle au 819-686-2117. Son appel sera dirigé vers un intervenant qui le guidera et évaluera les options de transport qui peuvent s'appliquer selon la situation. Le CI3S de Laurentides a officiellement inauguré son nouveau pavillon de médecine nucléaire à l'hôpital de Saint-Eustache le 22 janvier dernier en présence de Benoît Charette, député de Deux-Montagnes et ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, et de Pierre G. Maillère, président du conseil d'administration de la Fondation Hôpital Saint-Eustache. Jusqu'à tout récemment, l'hôpital de Saint-Jérôme était le seul centre hospitalier de la région à posséder un service de médecine nucléaire. L'ajout d'un tel service à l'hôpital de Saint-Eustache permet d'augmenter globalement le nombre d'examens effectués dans les Laurentides, mais aussi d'offrir des soins de proximité à la population des basses Laurentides. Les examens effectués en médecine nucléaire sont nombreux et permettent d'offrir des diagnostics précis de façon non exhaustive pour les systèmes cardiaques, endocriniens, circulatoires et sanguins, squelettiques, digestifs, urinaires, nerveux, respiratoires, ainsi que de permettre la détection de nombreuses infections. Ce nouveau pavillon est le résultat d'un investissement de 36 millions de dollars du ministère de la Santé et des Services sociaux et du CI3S de Laurentides. S'y ajoute 1 million de dollars en généreux don de la Fondation de l'hôpital de Saint-Eustache pour l'achat d'équipements médicaux. Avec ce nouveau service, ce sont plus de 4 000 examens annuellement qui seront ajoutés à l'offre de services de médecine nucléaire du CI3S des Laurentides. Les cas de rougeole continuent d'augmenter dans la région des Laurentides. Depuis la mi-décembre, 17 cas ont été confirmés et depuis le début du mois de février, 5 sont survenus chez des enfants non vaccinés âgés de 1 à 14 ans. De plus, des milieux scolaires primaires, secondaires et postsecondaires ont été exposés à la rougeole. Dans ce contexte, la direction de santé publique du CI3S des Laurentides recommande à la population, et particulièrement aux parents d'enfants d'âge préscolaire et scolaire, ainsi qu'aux personnes fréquentant des garderies, des écoles, des cégeps et des universités, de procéder à la vérification de leur carnet de vaccination et de se faire vacciner contre la rougeole s'ils ne sont pas adéquatement protégés. Pour vérifier son statut de protection, il est possible de consulter la section « Personnes considérées comme protégées » sur québec.ca/rougeole. En raison de la gravité et de la contagiosité élevée de la maladie, lors de la confirmation d'un cas de rougeole dans un service de garde ou un milieu d'enseignement, la Direction de la santé publique de Laurentides procède à la vérification du statut vaccinal des personnes fréquentant le milieu et recommande le retrait temporaire des personnes qui ne sont pas adéquatement vaccinées afin de les protéger et de limiter la transmission. Dans certains cas, la vaccination pourrait permettre d'éviter ce retrait. La vaccination est offerte dans l'ensemble des points de service locaux de la région. La prise de rendez-vous est accessible en ligne sur clicsanté.ca ou par téléphone au 1-877-644-4545. Selon le calendrier de vaccination du Québec, les enfants reçoivent le vaccin contre la rougeole à 12 et 18 mois. La vaccination est toutefois offerte gratuitement à toute personne née à partir de 1970 qui n'a jamais reçu le vaccin contre la rougeole ou qui n'a jamais eu cette maladie. Les personnes nées avant 1970 sont considérées comme protégées contre la rougeole. Vous aimez chanter? Vous habitez Val-David, Val-Morin ou les environs. Vous avez entre 19 et 99 ans. Vous rêvez de chanter sur scène le temps d'une chanson le 24 juin. Cette année, la municipalité de Val-David vous offre la chance de venir
vous offre la chance d'aller chanter votre chanson québécoise préférée lors de la fête nationale locale dans le cadre du spectacle Val-David s'enchante 2025. Une fête nationale par et pour les Val-Davidois. Guillaume Duchesneau, musicien et enseignant à Val-David, est le directeur musical du spectacle principal de la fête nationale cette année. Il a réuni un groupe de musiciens professionnels de la région, ayant eu la chance de partager la scène avec des artistes tels que Lisa Leblanc, Ariane Moffat et Mon oncle Serge, pour n'en nommer que ceux-là. L'objectif est simple, donner la chance aux gens de la région de prendre la scène et de créer ensemble une Saint-Jean unique, festive et rassembleuse. Ce sera un spectacle au son et aux couleurs du village. Envoyez à la ville une courte vidéo de vous qui chantez, accompagnée d'une trame sonore de la chanson québécoise que vous souhaiteriez interpréter lors de ce spectacle. Remplissez le formulaire sur le site web de la municipalité et joignez-le à votre demande. Transmettez votre candidature par courriel à culture@valdavoud.com. Si votre fichier est trop volumineux, utilisez la plateforme gratuite WeTransfer.com ou allez déposer une clé USB au bureau du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire situé à l'arrière de l'église. La date limite des candidatures est le 7 mars 2025. Si vous êtes sélectionné, vous serez invité à aller chanter votre chanson en audition live à l'église de Val-David lors des auditions de sélection. Les auditions auront lieu le 22 mars. Vous recevrez par courriel un créneau de 15 minutes pour votre audition. Au final, environ 15 chanteurs seront choisis pour monter sur scène pour ce spectacle et ils seront accompagnés d'un band de feu. Ensuite, si vous êtes retenu pour le spectacle, il vous faudra prévoir un moment pour une pratique avec le groupe et les chanteurs entre les 10 et 20 juin, puis monter sur scène le 24 juin devant vos voisins et amis du village. Pour plus d'informations au sujet du spectacle, communiquez avec la responsable de culture à culture@valdavoud.com. Pour plus d'informations au sujet de l'ensemble de la fête nationale de Val-David, communiquez avec la responsable des loisirs à sportloisirs@valdavoud.com. La municipalité du village de Val-David est fière d'annoncer l'obtention d'une aide financière de 20 000 $ dans le cadre du programme d'aide au projet Stratégie jeunesse en milieu municipal, volet 1 du ministère de la Culture et des Communications. Ce financement permettra de lancer un projet de consultation jeunesse visant à cerner les besoins des jeunes et à élaborer un plan d'action afin de mieux répondre aux attentes des jeunes de 12 à 20 ans vivant dans la communauté. Le projet, piloté par le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la municipalité, vise à mieux comprendre les besoins et attentes des jeunes de Val-David. Actuellement, un faible taux de participation aux activités proposées par la municipalité souligne l'importance de représenter l'offre de services pour ce groupe d'âge. Le projet inclut la création d'un comité de jeunesse, une consultation auprès des jeunes de 12 à 20 ans et la rédaction d'un plan d'action jeunesse qui servira de guide pour l'avenir. Le but est de co-construire avec les jeunes une programmation, des services et des infrastructures adaptées à leurs besoins afin d'enrichir leur expérience et leur engagement communautaire. La consultation jeunesse sera réalisée en collaboration avec divers partenaires communautaires et scolaires de Val-David, dont Espace Ludico, Maison Félix et la Bibliothèque de Val-David. Le projet vise à recueillir les témoignages des jeunes ainsi que leurs suggestions et besoins en matière de loisirs, de culture et d'engagement communautaire. Un accompagnement avec un mandataire externe sera mis en place pour garantir la qualité et la pertinence des consultations avec des outils adaptés aux jeunes pour atteindre les objectifs souhaités. Le projet débutera en mars 2025 avec l'appel de candidature pour la formation du comité jeunesse et la mobilisation des parties prenantes. Des sondages seront réalisés sur le territoire au cours des prochains mois. La consultation jeunesse aura lieu à l'automne 2025. Grâce à l'ensemble des données obtenues et en collaboration avec le comité de consultation, un plan d'action jeunesse sera déposé d'ici la fin de l'année 2025. Ce plan intégrera les orientations et objectifs définis en co-concertation avec les jeunes. La consultation jeunesse s'inscrit également dans les objectifs du plan stratégique municipal 2023-2025, ainsi que dans le cadre de la politique québécoise de la jeunesse 2030. Ce projet s'ajoute aux initiatives déjà en place à Val-David, telles que la piste de vélo Pump Track, la butte à vélo, le skatepark et le programme Ago on lit de la bibliothèque. De plus, il vient renforcer les actions recommandées par la politique familiale et aînée de la municipalité pour intégrer davantage les adolescents dans la vie communautaire. La municipalité invite tous les jeunes de 12 à 20 ans résidant à Val-David, ainsi que ceux fréquentant la communauté, à participer activement à cette démarche. Ensemble, ils auront la possibilité de façonner un avenir qui leur ressemble à travers des services et des activités qui favorisent leur bien-être et leur implication dans la vie et la collectivité. Pour plus d'informations ou pour participer à la consultation, les jeunes peuvent consulter le site Internet de la municipalité à l'adresse valdavid.com ou se rendre à la bibliothèque de Val-David. Voilà, c'était tout cette semaine pour votre bulletin de nouvelles TVCL. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine.
Ça va dans le compost, ça? Non, c'est juste un petit bout d'oignon. Ce petit bout-là dans le compost, monsieur, il fait un méchant bout pour la planète. Si ça se mange. Ça se composte! Exact.